pas nous répondre. Hein. Pas plus qu'il n'ose répondre aux 15 parlementaires de l'opposition, députés, sénateurs confondus, qui l'ont saisi de ce dossier. En février dernier, en février 2005, monsieur le député Maxime Vémetz a de nouveau saisi le garde des Sceaux au sujet de la mort de notre père, établissant des parallèles plus qu'édifiants entre sa disparition et celle du juge toulousain Bernard Borel. Cette question est parue au journal officiel et Maxime Vémetz attend toujours la réponse, alors que le groupe l'a reposée suivant une procédure prioritaire. Et la réponse n'a pas été apportée dans le délai normal en cas de question prioritaire. Mais faut-il s'en étonner? Rien n'est normal dans cette affaire. Et j'ajouterai que notre père nous a donné toutes sortes de détails qui sont tout à fait vérifiables et qui sont repris plus en détail dans les interviews écrites qui sont parues sur Internet, donc à propos de ces soirées, à propos des personnes participants. Et d'ailleurs, bon, cette interview est accompagnée de schémas qui sont plus qu'édifiants et qui prouvent que notre père et sa clique sont le chaînon manquant qui permet enfin de tout éclairer dans l'affaire Allègre. Ce dont tout le monde se doute, c'est qu'il y a derrière l'affaire Allègre beaucoup plus de vérité que ce que l'on a bien voulu dire. On a tout fait pour dégonfler le plus artificiellement du monde une affaire qui promettait d'aller très loin, et pour refermer cette boîte de Pandore, on a tout fait pour discréditer les prostituées, de même pour le gendarme Roussel, qui avait entamé une véritable quête de vérité qui doit être menée à son terme. Mais ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, tout ce que le grand public a pu savoir, vu tous les efforts qui ont été déployés pour étouffer cette affaire, et dont les efforts déployés par Dominique Perpen, qui a envoyé tout de suite sur Toulouse un membre du parquet qui est affectueusement surnommé par ses collègues l'effaceur, par rapport à ce fait d'armes passées dans d'autres affaires impliquant le pouvoir. On retrouve toujours les mêmes personnes un petit peu partout. Bon, devinez pourquoi Perben s'est impliqué dans l'affaire Roche. C'est compromis à voler au secours du moins défendable des magistrats et essaye en même temps d'étouffer l'affaire Allègre. Ce qui se passe, c'est que notre père, Jean Kubiek, un ami intime à lui, un compagnon de promotion de l'ENM, qui assistait à son mariage avec ma mère, que j'ai rencontré à plusieurs reprises pendant mon enfance, ainsi qu'un certain nombre d'autres, sont tous très liés et il y a plein de données factuelles qui permettent de le prouver. Je pense par exemple à un ensemble de faits entre mille. Le couple Ignacio, le mari étant cité dans le dossier Allègre, est un couple qui s'est connu alors qu'ils étaient en poste au Havre, et mon père était leur supérieur, et beaucoup plus haut puisqu'il officiait à la cour d'appel de Rouen, donc dans le même ressort de cour d'appel, et c'est là qu'il les a connus. Kubiek a été à la fois le supérieur immédiat de Bourraguet et le subalterne immédiat de Wolf. Il est aujourd'hui encore le supérieur immédiat de Bourraguet, si je n'ai pas mon schéma sous les yeux. Mais il y a tout un ensemble de corrélations, de dates, de lieux, de faits, de liens entre tous ces gens, qui font que tout ce qu'on voyait dans le premier traitement de l'affaire Allègre, qui a mené à ce non-lieu qui est aberrant, ce sont quelques bulles qui crevaient la surface mais qu'on n'arrivait pas à connecter. Mais il y a un véritable volet roche de l'affaire Allègre, de cette affaire Allègre, qui permet de compléter le schéma et de comprendre enfin la vérité. Et la vérité, c'est que c'était facile de charger Patrice Allègre comme bouc émissaire, serial killer. Donc voilà, forcément, il s'agit d'un serial killer qui a agi seul, qui explique tout, et donc on ne se soucie pas de ses commanditaires et de ce groupe secret qui utilisait Patrice Allègre, qui est peut-être par hasard un psychopathe, comme homme de main. Comme exécuteur. Bon, j'apprends que Marc Bourraguet prenait l'apéritif avec Patrice Allègre. Pour se dédouaner, il dit « Patrice Allègre m'a été amené par un ami commun ». Or, figurez-vous que cet ami commun a été décrit par la presse comme bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine. Alors, il faudrait qu'on m'explique ce qu'un serial killer qui échappe bizarrement à toutes les investigations de police, et quelqu'un de bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine font à prendre l'apéritif le plus amicalement du monde chez un procureur. Je constate que Bourraguet est encore magistrat, ça me semble inconcevable. Et quant à Wolf, qui est aussi impliqué dans cette affaire et cité dans le dossier, il a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre par une mutation à la Cour de cassation. Donc je me pose la question, il faut qu'il fasse quoi maintenant pour passer au grade suivant? Il faut peut-être qu'il tue quelqu'un. J'aimerais qu'on me dise pourquoi ces gens-là continuent à exercer. J'aimerais qu'on me dise pourquoi, alors qu'il y a 190 morts élucidés à Toulouse pendant les années Allègre et pas seulement, Allègre et tout ce qui tournait autour de lui,
non élucidés, pardon, oui, je crois que j'ai dit élucidés, alors qu'il y a 190 meurtres non élucidés qui ont toujours été abusivement classés en suicide. Hein. Maintenant, les gens, on ne les tue plus, on les suicide. Hein. C'est tellement plus simple, on peut fermer le dossier de suite. Hein. Comment se fait-il que la police, par exemple, trouve une personne qui est à la fois ligotée, bâillonnée, étranglée, si ma mémoire est bonne, et conclut au suicide, malgré les protestations de tout le monde? Comment se fait-il que pour toutes ces morts bizarres, on trouve toujours les deux mêmes experts près la cour d'appel, dont un qui s'appelle Alain Grain, je ne me rappelle plus le nom de l'autre, et comment se fait-il que ces deux truqueurs soient encore en exercice, n'aient jamais été sanctionnés, qu'on les trouve encore dans la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse? Tout le monde sait bien enfin, l'affaire Allègre, nous l'avons connue avant tout le monde, puisqu'au moment où notre père est venu nous en parler, elle n'avait pas encore éclaté. Et je crois même comprendre que ce sont les extravagances de notre père qui, par on ne sait quel mécanisme, ont amené à son éclatement un petit peu plus tard. Donc, ce qui se passe, c'est que je crois que l'affaire Allègre détient les clés de la corruption du système qui nous entoure. Maintenant, bon, les gens savent très bien à quoi s'en tenir, savent très bien que nous vivons dans une parodie de démocratie et que nos maîtres nous projettent les apparences d'une liberté factice. Notre père a été très précis sur le groupe dont il nous parlait. Apparemment, il y a toute une partie de ceux que j'appelle nos maîtres, hein, n'est-ce pas ce qu'ils sont il y a une espèce d'élite autoproclamée qui n'est pas du tout basée sur le mérite mais sur le piston et les liens interpersonnels. Et ces gens-là sont des loups qui gèrent le troupeau de moutons et puis qui consomment aussi du mouton à tous les repas. Donc il y a un groupe de prédateurs qui, à mon avis, n'existe pas seulement sur Toulouse. Bon, il se trouve que c'est sur Toulouse que ça a éclaté, puisque bon, la magistrature et toutes ces choses sont beaucoup plus gratinées, beaucoup plus mafieuses dans le sud. Hein. On connaît aussi le ressort de Nice, et il y aurait encore bien d'autres choses à dire. Mais le peuple doit être conscient qu'on le trompe, que sa pseudo-élite autoproclamée qui le trompe depuis beaucoup trop longtemps est en fait un ramassis d'opportunistes arrivistes qui nous ont réduits en esclavage sans qu'on s'en aperçoive, qui ont pris le contrôle de nos vies et qui donc estiment pouvoir exercer une prédation sur le troupeau, pouvoir transgresser toutes les lois, y compris celles de la morale et de la décence la plus basique, alors qu'ils sont eux-mêmes chargés de les faire respecter et eux-mêmes payés pour nous les faire respecter. Et donc, bon, c'était très clair. Notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Qu'est-ce qu'on raconte? Donc, comment fonctionne cette secte? On approche les gens qui ont de la puissance. Hein. Si on n'a pas de pouvoir, on n'est pas intéressant, on reste dans la piétaille. On reste dans le troupeau. Alors à partir du moment où quelqu'un a du pouvoir, où il peut servir, où on est bien entre soi, on songe éventuellement à le recruter. Du moment qu'on a décelé chez lui, bien entendu, la corruption morale qui fait de lui un membre propice. On ne peut surtout pas recruter quelqu'un qui pourrait faire éclater le groupe ou qui pourrait dénoncer ce à quoi il a assisté. Donc on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à ces activités. On invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera amenée à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'enferme, hein, en filmant ce qui se passe dans ces soirées, en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du membre et qui ne parlera jamais à personne. Puis ensuite on passe à des choses de plus en plus sérieuses. Et la morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe et qui est très grave hein, par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société, on raconte au membre de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain, et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Donc voilà des gens qui en effet après sont complètement débridés, imbus de leur pouvoir, et qui sont amenés, en s'encourageant les uns les autres, à aller toujours plus loin dans l'horreur.
Donc il y a plein d'affaires ces derniers temps, et il y en a de plus en plus, il y en aura toujours plus, je crois, hein, malheureusement, qui ont permis au grand public d'avoir quelques lumières, quelques fugitives lumières sur ce qui se passait vraiment. Je pense à toutes ces disparitions de gens, à toutes ces disparitions d'enfants. Je pense au suicide fort opportun du gendarme Jean-Bert, de 2 balles différentes. Il faut vraiment se haïr hein, pour se suicider de 2 balles différentes, à la veille où sa quête allait pourtant connaître un aboutissement, puisqu'il devait aller voir le procureur pour lui raconter ce qu'il avait découvert sur les disparus de Lyon. Je pense en Belgique à l'affaire Dutroux, hein, dans laquelle il y avait des collaborations, des implications qui remontaient jusqu'au plus haut niveau de l'État. Je pense à un plus petit niveau au muselage d'une association antipédophile par le juge d'instruction que notre père nous a fiché aux fesses et qui était un ami à lui. Et il y a plein d'autres affaires. Bon, par exemple, figurez-vous qu'il y a un policier français qui est à l'heure actuelle en fuite sur le territoire britannique avec son arme de service, ce qu'on n'a pas manqué de souligner, parce qu'il semble qu'il a découvert des choses que l'on souhaite cacher à propos de la disparition